Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Ifriqiya FM et surtout à votre nouveau numéro de Écho du Sahara occidental. Nous parlerons ce matin de cette plainte, si vous voulez, du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, le CODESA, qui vient donc de présenter au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève un exposé détaillé des crimes de guerre et surtout des crimes contre l'humanité, ainsi que des nombreuses violations des droits de l'homme commises par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés. Tout de suite, nous aurons les détails. Pour en parler ce matin, nous avons avec nous notre consultant à Ifriqiya FM, professeur universitaire et expert des questions internationales, Abdelkader Soufi. Abdelkader Soufi, bonjour, merci de vous joindre à nous. Bonjour. Merci également à Younes Joudi qui est avec nous, analyste des questions politiques. Bonjour Younes Joudi. Bonjour Leïla et merci de nous accueillir. Alors, pour commencer, l'information, elle est là, à Abdelkader Soufi, une délégation du CODESA qui donc a remis un rapport détaillé, non seulement sur les dépassements et les violations qui sont en train d'être commises par le Maroc dans les territoires sahraouis, mais également des droits de l'homme et des détenus, contre des détenus sahraouis. Est-ce que vous pensez que avec ce genre d'exposé, il va y avoir une avancée sur le terrain, déjà pour commencer? Oui, pourquoi pas. Oui. Du moment que ce rapport est détaillé, il explique très bien la situation d'abord préoccupante des prisonniers politiques sahraouis, mais aussi les détentions arbitraires. Oui. Parce que, vous savez, ce qui se passe n'a pas de qualifiant. Je ne pense pas qu'il existe un jargon aujourd'hui, politique ou sécuritaire, qui puisse exprimer la situation des Sahraouis dans les territoires occupés, si ce n'est certaines images que nous pouvons calquer de ce qui se passe avec la population de Gaza. Tout à fait. Donc, la considération inhumaine du peuple sahraoui. Je pense que le parallèle est plus à faire avec la population de Cisjordanie, puisque Dieu merci, l'Ayoun et Dakhla n'est pas encore bombardé. J'espère qu'effectivement on n'arrivera pas à ces extrémités-là, mais effectivement ça rappelle beaucoup ce qui se passe en Cisjordanie, que ce soit l'expropriation, la confiscation de biens ou les discriminations raciales que peuvent vivre les Sahraouis sur place. Effectivement, il est urgent que la communauté internationale n'attende pas qu'on en arrive à une situation aussi dramatique qu'à Gaza et qu'il intervienne dans les plus brefs délais pour le Sahara occidental. C'est important qu'il y ait un mécanisme de protection internationale qui se mette en place, parce qu'il en va effectivement de la survie culturelle, identitaire et aussi ethnique du peuple sahraoui. Oui, moi je pense surtout, regardez, les émissaires des Nations Unies, les associations, les organisations non gouvernementales, les personnalités qui vont pour voir de visu ce qui se passe dans les territoires occupés. Comment qu'ils sont malmenés. Donc, si ces gens-là qui ne sont même pas sahraouis, et ils sont malmenés, et ils sont bousculés, ils sont, pour certains, vous savez, même incarcérés. Je lisais un témoignage d'un haut fonctionnaire des Nations Unies qui a été malmené, frappé, emprisonné par les forces du Maroc, pour dire que ce comportement voyou fait fi du droit international, avant même de faire fi du droit du peuple sahraoui. Voilà la gravité de la chose. Ça veut dire qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure et remettre justement ce comportement inqualifiable du Maroc vis-à-vis des Sahraouis et vis-à-vis
des missions et des organisations internationales. Oui, vous avez dit ils sont malmenés. Au fait, c'est bien, c'est-à-dire que c'est déjà quelque part on en est arrivé à ça, même si c'est un petit peu ironique. Mais lorsque certains journalistes peuvent accéder, parce que maintenant c'est devenu carrément interdit, c'est-à-dire dès l'arrivée ou l'avion qui se pose sur le tarmac, les ONG des droits de l'homme, les journalistes ne peuvent même pas quitter l'avion. Donc c'est même pas jusqu'à aller malmener parce qu'ils sont déjà sur le site. Ils ne peuvent ni accéder aux prisons, ni s'enquérir de visu sur la situation des détenus, alors que Dieu sait, ceux de Gdeim Izik sont en train de croupir en prison et de mourir de torture, de souffrance. Là, le CODESA, finalement, ne fait pas que remettre un exposé détaillé. Au fait, c'est un cri d'alarme qu'il lance, Younes Jody. Tout à fait, c'est un cri d'alarme et il appelle ni plus ni moins, comme j'ai dit tout à l'heure, à un mécanisme de protection internationale parce que effectivement, le peuple sahraoui est en péril face à la colonisation marocaine et c'est le cas de le dire. Il demande que les droits internationaux humanitaires soient pleinement respectés là-bas, que leur droit à l'autodétermination ne soit pas bafoué et en plus, ce qui est cool, et je pense qu'on peut faire un parallèle avec la foire qui va se passer, potentiellement. Si on réussit à créer en Afrique une sorte d'union africaine, comme on peut en avoir en Europe, avec un tribunal du coup qui sanctionne les pays qui, par exemple, collaborent avec des entités une sorte coloniales. de tribunal africain, parce que l'Union africaine, elle existe. Hein. Tout à fait. Oui, voilà. une sorte de dans un sens plus judiciaire ou juridique, si vous voulez. Exact. Et bien, du coup, voilà, je pense que ce serait un bon pas en avant pour justement freiner les ardeurs coloniales du Maroc à l'intérieur de l'Afrique et aussi offrir à l'Afrique un soutien, si vous voulez, un état de droit continental pour respecter la souveraineté des peuples sur leur territoire et qu'elle ne soit plus jamais bafouée pour n'importe quel Africain, qu'il soit sur le continent africain. Oui, c'est vrai que Abdelkader Soufi, lorsqu'on parle du CODESA, et puis il n'y a pas que le CODESA, auparavant il y a eu aussi des dénonciations, il y a eu des rapports qui ont été, si vous voulez, exposés au sein de la Commission des droits de l'homme de Genève, il y a eu également des dénonciations. La situation est vraiment, je dirais, précaire. Il s'agit maintenant finalement de la vie de ces détenus sahraouis dans les geôles marocaines. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Il va falloir que la communauté internationale réagisse. Vous savez, le comportement du Maroc depuis 1975 a été d'éradiquer toute forme de vie. Je dis toute forme de vie, humaine ou animale, sur le sol du Sahara occidental. Ça veut dire que le Maroc ne voulait prendre que le territoire. Ce qui est au-dessus devait ou disparaître, liquidé ou évacué ailleurs. Et d'ailleurs, je ne le dirai jamais assez, à chaque fois que j'ai cette occasion, je le dis, les officiers de l'armée française aussi faisaient partie avec ceux de l'armée marocaine, et les officiers de l'armée marocaine, quand ils étaient sur le territoire du Sahara occidental en train de tuer les bêtes et les humains, à la demande d'un Sahraoui, pourquoi vous tuez aussi les bêtes? La réponse était, nous sommes mandatés d'une opération de liquidation de toute forme de vie sur ce territoire. Un génocide. Tout à fait. Absolument. Et aussi un écocide pour le coup. Alors, un génocide, comment qu'il est défini par le droit international? Ou bien la liquidation totale physique de toute une population, ou bien faire partir toute la population de son territoire, ou remplacer une population par une autre. La colonisation par le peuplement. Tout à fait. Très bien. C'est ce qui se passe au Sahara occidental. Et vous savez, nous parlions tout à l'heure de ceux qui avaient le droit de visiter le territoire occupé. Eh bien, seuls ceux qui ont reçu des commissions et qui défendaient la thèse marocaine avaient cette possibilité. Donc on n'a rien fait. Voilà, de le faire. Non, mais nous savons aujourd'hui, tout le monde sait, que le Maroc usurpe l'identité du Sahraoui
qui est pour souvent par des Marocains qui ont été mis là-bas et dire que c'est les Sahraouis, ou donc entretenir des personnes, des personnalités, ou même un travail de coulisses pour défendre la thèse marocaine. Dans le cas contraire, vous savez qu'il y a les intimidations, il y a après les chantages, le chantage et j'en passe. Les Pégasus. Les Pégasus. Et la liste est longue. Moi, je vais vous dire. Mais il y a eu un scandale aussi, par exemple, une des manœuvres que le Maroc avait fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un scandale qui allait sortir autour du roi du Maroc par 2 journalistes français. Et puis, en gros, le Maroc, enfin, les autorités marocaines ont approché ces journalistes français, leur ont proposé des enveloppes qu'ils ont accepté en échange de ne pas divulguer le deuxième livre. C'est ça. Sauf qu'ils l'ont divulgué. Et du coup, en fait, ils ont empoché le pognon. Exactement. Sauf qu'après, le Maroc a expliqué qu'en gros, c'était des informations qui n'étaient pas. Enfin, voilà, ça laisse en tout cas. C'est juste pour mettre en avant leurs méthodes qui sont pas très, qui ne sont un secret pour personne. Pas très orthodoxes. Justement, je tiens à ce que vous terminiez quand même votre idée, Abdelkader Soufi, pour passer à je disais, attention, le Maroc a investi en Afrique, surtout dans l'Afrique de l'Ouest où il a un soutien. Et ça, c'est une alarme à tirer auprès des États africains, parce que les télécommunications marocaines sont présentes, les providers marocains sont présents, et par conséquent, l'intelligentsia marocaine travaille donc à partir de cela pour espionner l'ensemble des pays africains, des chefs d'État africains, les personnalités, et j'en passe. C'est pire et plus que Pegasus. Oui. Justement, ce modus, si vous voulez, voilà, operandi, finalement, est propre au Maroc, et ça, ce n'est un secret pour personne. Mais aujourd'hui, c'est que ce que j'aime bien dans ce rapport qui a été présenté par le CODESA, parce qu'il met quand même l'accent sur les violations des droits de l'homme sur le territoire où vous avez parlé tout à l'heure de l'Arioun et de Dakhla. Encore heureux qu'ils ne soient pas bombardés, comme vous le dites, peut-être parce que la plus grande population est une population qui a été donc importée, voilà. Donc ce ne sont pas des Sahraouis, c'est pas pour les beaux yeux des Sahraouis qui ne bombardent pas. Mais de l'autre côté, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la représentante donc permanente adjointe de l'Afrique du Sud auprès de l'ONU qui a dénoncé le recours du Maroc à la détention arbitraire contre les Sahraouis, et elle a fait directement le lien entre donc ce qu'on appelle cette façon d'agir sahraoui et ce qui se passe donc ou ce qui s'est passé avec l'apartheid. Finalement, pourquoi je tiens à cette information, parce qu'à un moment donné, le Maroc a laissé croire que l'Afrique du Sud serait pour le fameux plan marocain d'autonomie. Voilà. D'accord, ok. Ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce qu'il y a des lois effectivement qui cibleraient spécifiquement les Sahraouis pour ces détentions arbitraires, comme on peut en avoir par exemple en Palestine occupée. Il y a effectivement là-bas des lois qui ciblent spécifiquement les Palestiniens, où on a le droit de les arrêter arbitrairement pendant 6 mois et renouveler la détention chaque 6 mois sans spécialement la justifier. Donc ce serait intéressant de vérifier ça. Je pense que ce serait très facile. Et effectivement, s'il y a des lois qui sont contre spécifiquement les Sahraouis, eh bien effectivement c'est un État officiellement d'apartheid. Après, si aujourd'hui on n'a pas de loi, malheureusement on pourra le considérer comme effectivement un État d'apartheid, mais de manière officieuse, parce qu'il est avéré qu'effectivement les Sahraouis malheureusement sont victimes d'une discrimination ethnique et raciale à l'intérieur du Maroc, et sur leur territoire colonisé. Donc effectivement, oui, elle a totalement raison, le parallèle est totalement légitime et justifié. Oui, et en plus, ça a un peu déconstruit toute la thèse qui a été échafaudée dernièrement par le Maroc, disons que l'Afrique du Sud serait donc acquise à leur cause. Ce n'est pas le cas, parce que de toute façon, l'Afrique du Sud est restée quand même fidèle à sa position, surtout concernant le dossier sahraoui. Je voulais juste faire avec vous, Abdelkader Soufi, ce petit parallèle que vous avez fait au départ. Nous sommes vraiment en train d'assister à un petit Israël dans le Maghreb, parce que c'est le même procédé colonial, c'est le même procédé de dépeuplement, d'expropriation. Donc finalement, le CODESA, avec ce rapport, c'est un camouflet, je dirais, pour le Maroc. Oui, écoutez, moi j'ai toujours dit que
la colonisation des territoires sahraouis est double. Elle est double parce que il y a la vassalité du Maroc au profit de Paris d'abord. Dans son action coloniale, la France qui veut récupérer, qui a toujours voulu prendre le territoire africain, en 1921 a annexé le Rif au protectorat français qui a été créé en 1912. Et en 1963, 62-63, il y a eu une tentative d'annexer l'Ouest algérien, donc notamment ce qu'on appelle la guerre des sables. Tentative échouée. Voilà, tentative échouée au protectorat français. Et en 75, on a fait pareil avec le Sahara occidental. On a annexé le territoire du Sahara occidental au protectorat français. Donc, cette annexion est venue par le biais d'une action coloniale. Donc, tout à fait. Et par l'appui. Bien sûr. Vous savez que tout le monde sait. Je vais vous dire que la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie, quand il y a eu une tentative d'invasion, la couverture aérienne a été faite par l'armée française, par l'aviation française. L'action de colonisation du Sahara occidental, il y avait 300 000 personnes, dont la majorité c'était des militaires déguisés en civils, et avec un bombardement ou une couverture aérienne française. Donc, il faut que nous rappelons, voilà, il faut qu'on se rappelle, nous les Africains, que la France n'est pas loin. D'ailleurs, si vous vous rappelez le dernier discours du président français aux ambassadeurs, il y a à peine une année, il parlait de redéploiement de la France en Afrique à travers 3 pays. Donc, le Maroc comme étant la nouvelle ou donc on va dire l'appui de la cellule France-Afrique, l'attaque vers l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, donc parce que c'est une puissance économique et un allié de l'Algérie, et opposant farouche à l'occupation du territoire sahraoui, à la présence française, et l'Afrique du Sud aussi, qui est une puissance économique africaine et opposant farouche à la France et à ses pratiques en Afrique. Donc, en voulant se redéployer, ça veut dire barrer le chemin aux pays qui résistent à cette politique française et cette politique qui est usitée par le biais du Maroc. D'ailleurs, le réseau qui a été mis en place, ce sont les lobbies de l'extrême droite, sioniste, de l'entité sioniste, l'État marocain et l'État français, pour casser l'élan et le panafricanisme. La montée du panafricanisme et casser l'élan de l'Afrique. Donc, un peu partout, si le Sahara occidental reste une case de jeu et d'enjeu pour eux, l'Afrique n'est pas épargnée. L'Afrique, pas du tout. Et il faut dire que le Maroc joue un sale rôle en Afrique au profit de la France pour déstabiliser ou maintenir le statu quo dans beaucoup de régions en Afrique. Pour la France et pour l'entité sioniste, parce que c'est devenu un petit peu... C'est le réseau. Voilà, comme l'ont comparé, le petit Israël, vraiment qui joue ce rôle à la perfection, étant donné qu'à plusieurs fois, ils ont essayé de semer la division au sein de l'Union africaine. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'a dit M. Soufi, c'est quand il parle de lobbyisme, moi j'ai développé une petite thèse qui explique qu'effectivement la France qui s'inquiète pour son grand remplacement devrait s'inquiéter parce que le grand remplacement est plus américain que, entre guillemets, en faveur de l'immigration. Je m'explique, les mots anglais volent le cadre juridique à tous les francophones, et je rappelle que nous aussi en Algérie, on a une couche juridique de droit français, c'est parfait, comme on a une couche juridique de droit tribal, comme on a une couche juridique de droit musulman, et que utiliser le mot lobby, c'est un mot américain qui en fait remplace un cadre légal qui a été déjà établi par le verbe francophone, qui est en fait celui du trafic d'influence. Donc je rappelle qu'en réalité, le lobbyisme, c'est quelque chose qui, dans les sociétés techniquement francophones, est illégal. Donc quand le Maroc
ou encore Isabelle font ce qu'on appelle du lobbyisme. Oui, ça vient de lobbyisme et les coulisses, ça vient de l'entrée. Voilà. C'est en gros s'offrir une porte d'entrée illégale. Oui, illégal. Voilà. Exercer une pression sur les officiels. Loin du couvert C'était dans juridique. le corridor, et donc c'est comme ça que. Oui, c'est très bien. Oui, allez-y, Younes. Donc je pense qu'il faut appeler un chat. Ce que fait le Maroc pour pouvoir justement faire de l'ingérence, c'est ni plus ni moins que du trafic d'influence et pas du lobbyisme. Voilà, c'est bien quand il est dit en français, hein, parce que au fait, quand il est dit en français comme ça, c'est clair. Voilà, ça résume tout. Même pas besoin d'expliquer que on est en plein dans l'illégitime, l'illégal. Merci beaucoup, Younes Joudi, analyste des questions internationales. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Abdelkader Soufi, notre professeur universitaire et notre consultant à Ifriqiya FM, mais bien sûr analyste des questions internationales. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, nos chers auditeurs aussi, de nous avoir prêté attention. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de Écho du Sahara occidental.